Patricia Lavelle est professeure de théorie littéraire à PUC Rio, PUC Rio, et docteur en philosophie de l'EHESS de Paris. Elle a publié des essais à la fois en France et au Brésil, notamment Religion et histoire sur le concept d'expérience chez Walter Benjamin en 2008 et au CERF, et a dirigé plusieurs ouvrages, parmi lesquels Le Cahier de Lerne autour de Walter Benjamin, paru en 2013. Elle a aussi publié des textes de poésie en portugais. Je crois que je vais, d'une certaine manière, déployer le sujet un peu dans un autre sens. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce titre, Les passés qui ne passent pas, j'ai pensé les grandes catastrophes, évidemment, qu'on est toujours en train de remémorer, et qu'il faut remémorer d'une certaine manière. Les grands événements traumatiques. Mais je pense aussi aux continuités insidieuses, les continuités invisibles qui nous attachent au passé, qui nous empêchent de faire ou d'aller au-delà. Enfin, et je pense que ce n'est pas une chose positive, en fait, cette continuité-là. Et je pense qu'on peut donner plusieurs exemples de ce type de continuité. Je pense aux plusieurs types de racisme, par exemple, hein, des racismes structuraux qui sont dans les tissus sociaux. Mais je pense particulièrement aussi à un autre exemple qui touche la moitié de l'humanité, qui est les machismes structurels, par exemple. On peut penser que nombreuses conquêtes d'émancipation féminine ont été accomplies, évidemment, certes, mais il y a des inégalités frappantes et des violences aussi qui sont toujours présentes dans notre société, c'est-à-dire des choses qui nous viennent du passé et qui restent, malheureusement. Quand on pense par exemple à la représentation politique, la proportion des femmes, qui sont la moitié de l'humanité, par rapport à la proportion d'hommes, est encore minime. Quand on pense aussi aux formes de représentation symbolique que nous avons dans nos sociétés, cette proportion n'est pas encore égale. Enfin, je veux dire, d'une manière générale, dans les arts, dans nos rapports au canon littéraire et artistique. Donc je pense que c'est intéressant de discuter ça. Et je pense que Walter Benjamin, avec sa théorie de l'histoire, dans une toute autre perspective et dans un autre contexte, attirait déjà l'attention pour le fait que la grande catastrophe, ce sont les continuités qui ne passent pas. Et il me semble que l'extrême droite, le fascisme, qui était son ennemi à lui, à cette époque-là, hein, il écrit son texte sur l'histoire en 1939, en 1940 déjà, après donc, le pacte Staline-Hitler. Et ces textes-là, sur les thèses sur l'histoire, est justement une théorie de l'histoire basée sur l'idée de discontinuité. En fait, la grande catastrophe, ce sont les continuités. L'idée que donc le fascisme reprend des éléments du passé justement pour empêcher des transformations. C'est un peu cette idée-là. Mais bon, donc j'aimerais commencer par passer un de ces textes de Walter Benjamin, qui c'est en fait... voilà, merci. Merci. Le texte est fragmentaire. Il y a plusieurs morceaux comme ça. Donc, ça, c'est la thèse 9. On ne commence pas dans l'ordre. J'aimerais lire et ensuite commenter. Il existe un tableau de clés qui s'intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré, mais du paradis souffle une tempête
qui s'est prise dans ses ailes si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête les pousse irrésistiblement vers l'avenir, auquel il tourne le dos, tandis que les monceaux de ruines devant lui s'élèvent jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Il y a dans cette théorie de l'histoire toute une préoccupation de critique du progrès, c'est-à-dire critique de l'idée que la confiance dans une sorte de télos, dans une sorte de fin vers laquelle nous tendons et vers laquelle inéluctablement on ira en avant en progressant, est un piège, disons. Cette confiance nous empêche de prendre en main l'histoire et donc d'intervenir et donc de créer des ruptures. C'est un peu une des idées qui apparaît là. Et c'est aussi une critique de l'histoire, une réflexion sur l'histoire qui implique une réflexion sur le temps. C'est-à-dire une critique de la conception du temps comme un continuum homogène et vide d'instants. Et donc, c'est l'idée que le temps est rempli de discontinuité. C'est-à-dire que dans ce continuum, il faut justement extraire des instants. Il faut créer des tensions qui installent des maintenant, qui installent des présents qui s'arrêtent et qui créent des possibilités de changement. C'est dans ces instants d'arrêt-là qui s'inscrit la possibilité de changement. Là, il y a aussi une référence au judaïsme avec la figure du Messie qui ne vient pas à la fin, mais qui interrompt justement ces continuités, qui s'inscrit dans l'instant. C'est une figure qu'il utilise. Un point, c'est-à-dire les passés qui ne passent pas, et la question des continuités historiques nous renvoie à la question du double sens de l'histoire. C'est-à-dire l'histoire, c'est à la fois la suite ou l'enchaînement des événements et l'écriture de l'histoire. Mais en fait, on ne s'approprie, on ne perçoit la suite d'événements, enfin, les déroulements d'événements dans le temps, comme un ensemble historique, comme un événement historique, que quand on raconte, en fait, quand on essaye de le mettre un mot, quand on essaye de s'en approprier d'un point de vue narratif, c'est-à-dire c'est l'écriture de l'histoire où c'est faire l'histoire qui permet de s'approprier de cette chose insaisissable qui est le flux de ce qui arrive. Donc, l'écriture de l'histoire, pour Benjamin, fonctionne comme une intervention dans l'histoire. Ce n'est pas autre chose qu'une intervention dans l'histoire. C'est même la possibilité de donner sens à ce qui arrive, à ces flux insaisissables de ce qui arrive. De ce point de vue-là, les passés est toujours les passés d'un présent. C'est-à-dire que les possibilités même de connaître les passés changent en fonction du présent. La possibilité de regarder les passés change en fonction du présent. C'est comme si on avait des perspectivations du temps en fonction de ces présents. Évidemment que ce point de vue-là ne veut pas dire c'est-à-dire ne veut pas dire n'importe quoi sur le passé. C'est juste la possibilité de connaissance du passé à partir évidemment de vestiges, des éléments concrets à partir duquel on peut avoir des traces de ce qui a eu lieu qui changent. C'est la manière de composer ces traces, de les rassembler, de les raconter à partir des traces qui sont elles-mêmes objectives. Ça, c'est important quand même. Il y a une objectivité dans cela, ce n'est pas purement subjectif. Donc, fondamentalement, cela implique des méthodes, des méthodes de travail avec les
ces vestiges, et cela implique aussi des modes narratifs, des techniques de narration, de manière de raconter. C'est pour faire de l'histoire, pour écrire de l'histoire, on a affaire à non seulement à un travail avec des matériaux historiques, c'est-à-dire les vestiges, les traces, les témoignages, tout ça qui est de l'ordre de l'objectivité, effectivement, qui demande une critique. Donc, mais pour rassembler ces matériaux dans des ensembles cohérents qui ont un sens, la technique indispensable, c'est la narration, c'est les récits, c'est de raconter. C'est-à-dire que donc il y a là quelque chose qui me semble fondamental et qui apparaît dans cette discussion de Benjamin avec le mode traditionnel de raconter l'histoire. C'est-à-dire quand il propose une théorie de l'histoire basée sur cette idée de discontinuité, quand il propose une critique des conceptions du temps qui sont basées sur cette idée de continuité avec un télos à la fin, il va en même temps penser de modes narratifs et mettre en place, travailler avec des modes narratifs alternatifs aux modes narratifs utilisés par l'historiographie traditionnelle. Il y a des objets qui restent longtemps oubliés dans le passé avant d'être redécouverts par un présent. C'est-à-dire que on peut donner par exemple l'idée du canon littéraire ou artistique qui implique un choix. Parfois, il y a des objets artistiques qui restent oubliés pendant des siècles et qui sont redécouverts. C'est un peu cette idée-là, d'une manière générale. On peut penser ça aussi pour les événements, et pour l'hiérarchisation des événements aussi. Penser que notre rapport à l'histoire penser qu'on va connaître ce qui a été, comment ça a été, c'est-à-dire cette objectivité historique qui est exactement ce que Benjamin critique dans l'historiographie qui surgit dans le XVIIIe siècle et qui s'installe au XIXe siècle, c'est-à-dire la critique de des formes et stratégies de masquer les modes de fonctionnement de ce regard du présent par rapport au passé, qui installe des formes empathiques, disons, c'est-à-dire qu'en voulant faire dire ce qui a été, les historiens en vérité sont empathiques, s'identifient avec les versions des vainqueurs. C'est-à-dire cette idée-là d'identification avec les vainqueurs qui renvoie à l'idée de continuité, effectivement, de l'historiographie comme étant un renforcement de continuité historique. C'est contre cette historiographie-là, ce mode de faire l'histoire qu'il va donc construire ses thèses sur l'histoire et qu'il va construire aussi un projet historiographique. Les projets restés inachevés du livre des passages, donc qui est un livre sur le 19e siècle, justement. Je pense qu'on peut passer, là je vais passer juste pour montrer, c'est-à-dire pour cette question-là du rapport avec l'historiographie traditionnelle, les rapports avec la narration, je vais passer à une autre thèse. L'historien qui veut revivre une époque, Fustel de Coulanges, recommande d'oublier tout ce qu'on sait du cours ultérieur de l'histoire. On ne saurait mieux décrire la méthode avec laquelle le matérialisme historique a rompu. C'est la méthode de l'empathie. Elle naît de la paresse du cœur, de la sédia, qui désespère de saisir la véritable image historique dans son surgissement fugitif. Les théologiens du Moyen-Âge considéraient la sédia comme la source de la tristesse. Flaubert, qui l'a connue, écrit « Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour entreprendre de ressusciter Carthage. » La nature de cette tristesse se dessine plus clairement
lorsqu'on se demande à qui précisément l'historicisme s'identifie par empathie. On devra inévitablement répondre aux vainqueurs. Or, ceux qui règnent à un moment donné sont les héritiers de tous les vainqueurs du passé. L'identification aux vainqueurs bénéficie donc toujours au maître du moment. Pour l'historien matérialiste, c'est assez dire. Tous ceux qui, à ce jour, ont obtenu la victoire participent à ce cortège triomphal où les maîtres d'aujourd'hui marchent sur le corps de ceux qui aujourd'hui gisent à terre. Les butins, selon l'usage de toujours, est porté dans les cortèges. C'est ce qu'on appelle les biens culturels. Ceux-ci trouveront dans l'historien matérialiste un spectateur réservé, car tout ce qu'il aperçoit, en fait, des biens culturels révèle une origine à laquelle il ne peut songer sans effroi. De tels biens doivent leur existence non seulement, c'est-à-dire que, enfin, peu importe, c'était la fin. C'est-à-dire que l'idée, c'était que je voulais passer, c'était cette idée que tous les monuments donc de culture sont des monuments de barbarie, dans ce sens-là où ils sont liés à la transmission des continuités. C'était la fin qui est coupée, malheureusement, excusez-moi, c'était lié à cette idée-là que cette barbarie inhérente aux biens culturels affecte également le processus par lequel ils ont été transmis de main en main. C'est cette idée-là. Et cette transmission a à voir avec l'idée d'une historiographie basée sur ces continuités. C'est-à-dire... donc, la fin du texte, je l'ai ici, c'était il propose de brosser l'histoire à rebrousse-poil. C'est-à-dire propose une autre manière d'écrire l'histoire comme un projet politique. C'est-à-dire une manière d'écrire l'histoire en faisant ressortir les discontinuités. Cette idée de rebrousse-poil implique les choix d'objets qui ont été oubliés, justement ceux qui n'ont pas été apportés à cortège, et aussi les choix de la manière dont on va s'approcher de ces objets. Ça ne veut pas dire... Parfois, c'est-à-dire Benjamin s'est occupé toute la vie des biens culturels, de littérature, d'art. Évidemment, il ne veut pas dire qu'il faut les oublier parce que c'est de la barbarie. C'est pas ça. C'est juste la manière de s'approcher d'eux, comment les toucher, comment envisager ces canons, c'est-à-dire comment penser à partir de cela. Justement, c'est la question qu'il est en train de penser théoriquement, en même temps qu'il a un projet, lui-même un projet d'écrire une histoire de cette manière-là, par des éléments fragmentaires. C'est-à-dire qu'il a, dans une autre de ses textes, l'idée que faire œuvre d'historien ne signifie pas savoir comment les choses se sont réellement passées, mais s'approprier de ces choses comme elles apparaissent dans un souvenir. Cette idée donc de rencontre d'un moment du présent avec un moment du passé, la possibilité de connaître un moment du passé lié à cette sorte de constellation là, de moments. Fondamentalement, c'est une compréhension de l'histoire qui va proposer. Vous avez remarqué, sans doute, quand j'ai lu la thèse sur l'ange, comment il utilise des éléments narratifs. Tout d'un coup, il y a une sorte d'ange qui apparaît. C'est une sorte d'élément comme ça. Mais justement, il nous met en garde contre le fait que ces éléments narratifs sont curieux, bizarres, étranges. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une construction théorique derrière. Ça, il montre la construction théorique. C'est une histoire montée du point de vue théorique par une réflexion sur le temps et sur l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas de manière naturelle les passés. On connaît l'histoire, on pense le passé, on s'approche du passé en construisant des ensembles. Et dans cette forme même de petite prose, j'ai voulu apporter les textes pour
montrer ça, il y a cette idée de discontinuité. Et même les livres de passage qui restent inachevés parce qu'il est mort avant de le finir, auraient peut-être une forme comme ça discontinue. Parce que, en fait, il va, dans sa critique de la forme traditionnelle de l'historiographie, derrière ça, il y a une réflexion sur des formes narratives. Benjamin, en même temps qu'il fait cette thèse sur l'histoire, il réfléchit sur la question de l'art de raconter des histoires. Comment on raconte des histoires? Pourquoi on ne raconte plus des histoires oralement comme autrefois? C'est des questions qu'il se pose comme ça. Et justement, quand il parle du roman, il indique que les romans ont une forme narrative qui tend à tisser les événements d'une telle manière que tout converge vers une fin, qui est la mort réelle ou symbolique d'un protagoniste. Mais cette idée d'un protagoniste et donc d'un tissu très bien tissé qui converge vers un telos, une fin. Or, la forme du roman, la forme narrative du roman, est la forme de la historiographie traditionnelle. Quand Ranke, qui était un grand historien allemand du XIXe siècle, pose les bases à partir d'autres auteurs et d'autres questions qui venaient avant, d'une historiographie scientifique, en proposant une critique des sources, en proposant un certain nombre d'éléments méthodologiques, il pense aussi la forme du roman. C'est-à-dire, il s'inspire de la forme du roman. Il part du roman historique anglais, Walter Scott, par exemple. C'est-à-dire, cette forme narrative du roman est derrière la construction de l'histoire scientifique telle qu'elle se cristallise comme science au XIXe siècle. Donc, ce que Benjamin propose, il me semble être non seulement, c'est-à-dire sans abandonner des acquis importants du point de vue de méthode pour la critique des sources, pour les rôles que va jouer les témoignages, enfin, toutes ces questions-là, penser éventuellement des formes narratives discontinues et des objets nouveaux, c'est-à-dire pas les grands personnages, pas les grands faits, mais les petites choses qui ont été oubliées, mais les petits fragments, enfin, et des formes narratives aussi qui pourraient ne pas être un tissu entièrement tissé qui converge vers une fin, mais laisser des éléments qui permettent justement de faire apparaître des instants comme ça d'arrêt. L'idée d'arrêt, c'est important. C'est pour ça que j'ai apporté aussi une autre citation qui est très significative. Voilà, c'est ça. Entre autres, il a beaucoup travaillé avec des matériaux qui viennent de la Révolution française, donc du coup, il y a celui-là. Les classes révolutionnaires, au moment de l'action, ont conscience de faire éclater les continuums de l'histoire. La Grande Révolution introduisit un nouveau calendrier. Les jours qui inaugurent un calendrier nouveau fonctionnent comme un accélérateur historique. C'est au fond le même jour qui revient sans cesse sous la forme des jours de fête, qui sont des jours de commémoration. Les calendriers ne mesurent donc pas le temps comme le font les horloges. Ce sont les monuments d'une conscience historique dont toute trace sans avoir disparu en Europe depuis 100 ans et qui transparaît encore dans un épisode de la Révolution de Juillet. Au soir du premier jour de combat, on vit en plusieurs endroits de Paris, au même moment et sans concertation, des gens tirés sur les horloges. Un témoin oculaire, qui devait peut-être sa clairvoyance au hasard de la rime, écrivit alors « Qui les croirait ? On dit qu'irrité contre l'heure, de nouveau Josué, au pied de chaque tour, tirait sur les cadrans pour arrêter les jours. » Donc cette idée que l'instauration de ces discontinuités implique la mise en place d'un maintenant, c'est-à-dire l'organisation d'un maintenant, l'immobilisation donc du présent.
pour que ces discontinuités puissent apparaître dans ces formes nouvelles de réflexion. C'est clair que vous avez sans doute remarqué que dans la forme même de ces textes, ce sont des textes théoriques sur l'histoire, ils mélangent des images et des concepts. Ils mélangent, il y a donc un usage aussi d'éléments de récit pour dire quelque chose. Là, c'est un exemple bien frappant d'un usage comme ça d'un fait historique pour dire quelque chose. Ça signifie quelque chose. L'instauration d'un nouveau calendrier, qui est un fait historique de la Révolution française, ça signifie quelque chose d'étiré sur les cadences. Symboliquement, c'est une forme de pensée. Oui, c'est-à-dire, j'aimerais plutôt conclure avec une question avec des questions avec des certitudes, puisque, entre autres, ces projets historiographiques-là est resté inachevé, les projets de Benjamin. Il y a quand même l'idée qu'il y aurait quelque chose de... C'est-à-dire les privilèges de petites choses qui n'ont pas été commémorées, justement les choses qui n'ont pas été importées en cortège, et en même temps une forme discontinue. Mais comment exactement serait cette histoire qui pourrait accueillir la discontinuité et justement permettre donc d'arrêter la catastrophe des petites continuités insidieuses qu'on ne voit pas, justement permettre de faire voir ce que justement on voudrait qu'il s'arrête. Donc, je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup.